Vendredi dernier, en ouverture, on faisait nos vieux monsieur là, qui trouvent que ça n'a pas d'allure, l'époque dans laquelle on vit, là, parce que le Robert, le Robert avait publié ses nouveaux mots là, qui étaient acceptés, puis il y avait « chill ». Entre autres. Puis là, on il y avait des banquets, on n'était pas... Où s'en va, la langue. pas fervent. C'était ce numéro-là. Là, qu'est-il advenu de la langue française. De cette langue belle. Puis j'ai mentionné, moi, c'est un exemple que je pense, c'est pas la seule... Je pense que c'était pas la première fois que je le mentionnais. J'étais sous l'impression qu'à un moment donné, dans toute cette évolution-là de la langue, parce que c'est vivant une langue et c'est normal que ça évolue... Tout à fait. Je pensais qu'on était allé jusqu'à accepter cheval au pluriel, des chevals. J'ai dit ça, j'ai dit, puis là, en plus, dans mon personnage, on peut dire des chevals. Mais on peut pas. On peut pas. Il y a M. Renaud Jean qui m'a écrit, puis il m'a dit, s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'on peut dire des chevals. Alors, M. Jean, d'abord, merci. Effectivement, on peut pas dire ça. Je sais pas pourquoi. Non, puis on s'est fait taper sur les doigts. Là. Moi, j'ai reçu sur les réseaux sociaux, par courriel. Par téléphone, j'ai reçu. Chez nous, il y a quelqu'un qui est venu sonner à la porte. D'ailleurs, on apprécie votre interaction, mais... À l'heure du souper. Oui, c'est ça. C'est ça, le vendredi à l'heure du souper, c'est moins apprécié. On est moins, oui. Mais non, c'est des sujets qui sont encore importants, visiblement, pour les gens, parce que plusieurs communications à l'effet de cesser de dire ça. Le cheval en bande particulier? De tweedledee. OK, mais il n'y a pas autre chose. Non, sur cheval. Les chevaux, okay. Les chevals. Là. Avec quoi je confonds? Je sais pas, mais c'est comme une légende urbaine parce que Marc-Antoine, moi, on en avait tous entendu parler autour de la table. J'allais dire, c'est ça. C'était ma deuxième question. C'est pourquoi vous ne m'avez pas corrigé? J'avais raconté l'histoire comme quoi, moi, ce que j'avais entendu il y a très longtemps, c'était qu'un académicien s'était trompé. C'est vrai. Mais oui, t'as même ajouté qu'on avait comme justifié ou légiféré. Alors mais j'avais dit, d'après moi, c'est complètement farfelu là, donc... En réécoutant le segment, c'était comme, OK, c'est pas si pire finalement ce que j'ai dit. Mais on était quand même complètement dans les patates. Alors, la leçon de ça, c'est tenons-nous-en à ce qu'on connaît. N'est-ce pas? Non, mais je pensais qu'on connaissait ça, les mots. Ben, un peu, mais... Tu peux perdre un Jules Fournier comme ça, là, en utilisant... Oui, ça, le Jules, est-ce qu'on peut te le retirer? Je sais pas si c'est... Je pense que c'est possible. Ouais. Est-ce que c'est comme... Je me suis pas informé. Tu peux enlever, tu peux retirer. Tu perds ton titre. Tu peux enlever l'ordre du Canada. Pourquoi ne pourrais-tu pas lui enlever son Jules? Voilà. Où est-ce que tu l'as mis, ton Jules? Il est encadré, mais il n'est pas encore affiché nulle part parce que je m'assume pas. Oh, arrête. Non, mais l'humilité. Non, c'est pas ça, mais c'est où tu mets ça? Dans ton bureau. J'en ai pas de bureau. J'habite à Montréal, Martin. C'est ça. J'ai 3 enfants. À un moment donné, les pièces il dort dans le salon. Sont limitées. Tu le ranges en attendant d'avoir un bureau. C'est ça. Si j'avais un bureau, il serait dans le bureau, mais là, je peux pas le mettre dans la salle à manger. Puis regardez tout le monde. Mais non. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'hésite. C'est une belle humilité. Non, ben donc, je suis content qu'on fasse le... Moi, mon nouveau... C'est comme les Gémeaux à la maison, c'est pas où les mettre. C'est ça, mais j'en en ai trop. Ouais. Mais des fois, une porte, pour tenir une porte, ça peut être utile. Oui. Je le vérifie pas, mais je le dis comme ça, si là aussi je fais fausse route, les gens pourront nous corriger. Mais mon nouvel exemple là, avec lequel je vais déchirer ma chemise, c'est abreuvoir. Parce que moi, à l'école de communication, on nous avait dit un abreuvoir, c'est pour les chevaux. Ah oui, OK. Alors, j'avais pris l'habitude de dire fontaine. Là, je dis non, on dit pas un abreuvoir, on dit une fontaine, mais récemment, me semble, abreuvoir a été accepté pour désigner une fontaine. Alors, si je fais fausse route encore, écrivez-nous, mais venez pas sonner, s'il vous plaît. OK, aujourd'hui, Toronto, que dire? C'est qui le boss? Et place au final d'association. C'est tellement hockey, épisode 408. Avec le grand retour de notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alex. Et oui, je m'appelle Alexandre Coupal. Nous y voici, c'est ce moment de l'année où on regarde en direction de la ville reine et on se demande, on se désole.
On se voit au Mazan. Et là, oui. Et on a évolué, j'aime le répéter, 8e saison de Tellement Hockey qui est en cours, qui s'achève. 8e, 7e, 8e? 8e. 7e, je pense. Un cheval d'un chandail. Et moi, j'ai évolué. On a beaucoup ri. Hein, souvenez-vous, on a beaucoup ri. Puis là, à un moment donné, oui, entre autres, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Et depuis 2 ans, moi, j'ai développé un peu d'empathie. Et là, je suis un peu au comble, surtout que, pas pour des raisons sportives, mais de contexte davantage. Puis c'est une équipe qui a beaucoup changé aussi. J'avais l'impression que ça allait être différent. Et comment se tromper à ce point? Parce que c'était exactement pas différent. C'était exactement comme d'habitude. Est-ce que ce sont des raisons sportives, Martin? Parce que tu as écrit là-dessus, mais c'est un sujet qu'on avait déjà effleuré. Est-ce que c'est des raisons sportives? Est-ce que c'est sportif d'être psychologiquement comme ça, là, traumatisé, comme vraisemblablement les joueurs de cette équipe-là le sont? Oui, bien sûrement. Oui, écoute, moi, j'écoutais ce que Craig Berube disait après le match. Lui, il arrive complètement du champ gauche, il n'avait aucune relation avec cette longue série d'insuccès-là. Puis son diagnostic, ça se passe entre les deux oreilles. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Cette équipe-là est capable d'exécuter. Elle n'a pas exécuté, mais on n'a pas exécuté. Alors, point final, il y a un blocage entre les deux oreilles. Et je trouvais l'explication de Brad Marchand aussi très intéressante parce que Brad Marchand a assisté à tout. à tout. En tout cas, ce qui s'est passé dans les 8 dernières années, là, il était là, il a fourni la passe sur le but gagnant de Patrice Bergeron qui a provoqué la première élimination en 7 matchs de ce noyau des Maple Leafs. Il était encore présent là. Donc, il a participé à 5 éliminations, Brad Marchand, dans des 7e matchs. Il était là en 2013 aussi. C'est absolument pas le même groupe, là, on s'entend, mais quand les Leafs menaient 4-1 au 7e match, il était là en 2013. Il était là sur toute la période. Il était là sur toute la période. C'est avant les 4 groupes. C'est dans ce match-là qu'il avait fourni la passe. Sur le but en prolongation. C'est ça. Alors, il a tout vu ça et lui disait, nous, dans notre vestiaire, avant le match, dans le vestiaire des Panthers, il n'y a personne qui faisait de cas du fait que c'était un 7e match. C'était juste une étape qu'il fallait franchir. C'était un match qu'il fallait disputer pour se rendre à l'autre ronde, alors que les joueurs des Maple Leafs, eux, dans les entrevues d'avant-match, dans la journée, la veille, disaient on est nerveux, on sait que c'est un match important, il ne faut pas l'échapper, tout ça. Et je trouve que ça illustre à quel point des athlètes professionnels d'une même ligue qui ne sont pas dans le même état d'esprit, à quel point ça peut sortir différemment dans un match. Et dans le 5e match, il y a tellement de points communs dans ce qui s'est passé dans cette série-là par rapport à ce que les Maple Leafs ont vécu dans les années passées. Mais dans cette série-là, ils menaient la série 2-0. Ils jouaient le 3e match en Floride. Ils menaient ce match-là 3-1 en début de 2e période. Ils se sont fait marquer 3 buts. C'était fini. Ils ont paralysé après ça quand ils sont revenus à Toronto dans le 5e match. Les journalistes qui couvrent l'équipe disaient que c'était le pire match de la saison de l'équipe. Au moment le plus important, la série était rendue 2-2. Là. Et ils se sont encore complètement écrasés dans le 7e match. Je comprends qu'ils jouaient contre une bonne équipe, mais c'est pas normal que tu obtiennes avec une équipe expérimentée comme ça, avec le nombre de joueurs talentueux comme ça, que tu obtiennes ton premier tir après 12 minutes dans un 7e match à domicile. Normal. Alors, c'est une équipe, moi je l'interprète comme ça, c'est une équipe qui est écrasée psychologiquement et qui n'est pas capable de faire face à l'adversité dans les moments importants et qui s'écrase. Et la question à 1 000 $, c'est comment tu fais pour régler ça? On va y venir. Oui, on va y venir, mais parce qu'avant, j'aimerais ça comme vider quelques éléments. À Toronto, ils étaient... Dans le fond, il y a eu cette défaite-là. À Toronto, ils sont allés en Floride ensuite. Oui, ça c'est... Puis ils ont gagné ce match-là. Puis on en a parlé, Alex et moi, dans le cadre de notre vie privée. Et je te disais, je trouve que... je comprends là, que les partisans sont tannés, je comprends. Puis bon sang, s'il y a quelqu'un... le partisan a toujours raison. Mais là, c'est évident là, que c'est une équipe qui était pas bien dans son environnement.
Et moi, je trouve que après cette défaite-là, donc c'est dans le match numéro 5, où est-ce qu'il y a des chandails qui ont été brûlés ou qui ont été lancés sur la glace, les huées et tout ça. Tu sais, je veux dire, cette équipe-là est quand même rarement en deuxième ronde. Là, elle y était. Elle était pas du tout en position de... C'était pas terminé. C'était loin d'être terminé. Tu sais, je me demande jusqu'à quel point la corrélation, parce que moi, elle m'apparaît évidente, la corrélation entre ce traumatisme-là que cette équipe-là vit et la façon dont l'environnement autour se comporte. Moi, il y a un lien évident. Là. Puis à un moment donné, je veux bien croire qu'on est frustrés. Ils sont frustrés, les partisans des Maple Leafs, qui ça fait depuis 64, là, peu importe. 67. Bon. Ça va faire 60 c'est mieux. ans. C'est mieux. C'est trop... Je veux dire, à un moment donné, là, il y a des limites, non, un peu à... Non. Non? Non, moi, je blâmerais pas les Il n'y a pas une part de responsabilité qui incombe... comment une part de responsabilité qui incombe aux partisans, je veux dire... Je peux pas croire, mais je l'ai pas dit. Je peux pas croire que j'ai... Paient leur billet extrêmement cher, sont là à soutenir l'équipe année après année. Soutenir l'équipe. L'amphithéâtre est toujours plein, alors que les Leafs ont connu des saisons de misère, là, au sortir du... Après le lockout, ils ont eu une dizaine d'années vraiment plutôt difficiles. Ils ont toujours été là. C'est les partisans qui paient parmi le plus cher leurs billets, s'achètent les produits dérivés. Tout ça, ça fait 60 ans d'insuccès. Je pense que c'est normal qu'il y ait une lassitude, là, pour le moins qu'on puisse dire, un abattement, un découragement. Puis bon, il y a différentes façons de soutenir ton équipe. Tu peux peut-être le faire mieux que ça. Est-ce que ce serait mieux de les encourager en ces temps troubles-là? Peut-être, mais quand tu es en train de te faire massacrer 6-1 à domicile... Dans le 5e match de la série égale 2-2, dans ce qui est certainement le match le plus important de la saison, et comme les journalistes le disaient, que tu offres ta pire performance et que c'est récurrent. Là. C'est quelque chose qui se passe à chaque année. On connaît ce scénario-là. Et peu importe l'entraîneur, peu importe le personnel de soutien qui joue avec les 4 gros, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours la même histoire. Donc, il y a un parfum de fatalité à chaque printemps à Toronto. C'est comme si on savait comment l'histoire allait se terminer. Et je pense que c'est ce que les partisans ont ressenti dans ce 5e match-là, parce qu'ils étaient à fond derrière leur équipe dans le match numéro 1-2. Et puis, on y croyait, que voulez-vous, mais j'ai pas... Moi, je dis pas qu'ils n'ont pas le droit. Là. Est-ce que ça contribue, par exemple... Au contraire. Moi, je pense que ça contribue à la nervosité. Oui, ça, c'est évident. Probablement. Il y a quelque chose de culturel à Toronto. Les gens à Toronto pensent qu'ils sont le centre de la Ligue nationale de hockey. Non, mais c'est ça. À New York aussi, puis à Montréal aussi. C'est le centre médiatique du hockey au Canada. Puis on dirait que les gens tiennent pour acquis ou pensent que ça leur est dû là, de gagner une Coupe Stanley. Je ne sais pas si cet environnement-là, à quel point ça pèse, mais les attentes sont très élevées. Ils sont très élevés à Montréal aussi. Cela dit, je pense pas qu'il y ait moins de pression de jouer à Montréal qu'il y en a à Toronto. Mais cette équipe-là, ce groupe de joueurs-là, c'est approprié une fatalité et n'est plus capable de répondre. Et moi, c'est ce que je... Tu sais, là... Tu regardes le scénario, il y a un nouveau directeur général qui est là, il y a un nouvel entraîneur qui est là depuis 1 an. Tu ne peux pas encore changer le directeur général puis l'entraîneur. Là. Puis le président, il est... Lui, je pense qu'on va changer. Il est dans l'eau de la tour. Ils vont le changer, mais ça va changer quoi, concrètement, de changer de président? Concrètement, l'an prochain. Et moi, c'est pour ça que je trouve cette situation-là, je trouve que c'est rendu intéressant. L'histoire des Maple Leafs, les insuccès. Je me souviens, quand je couvrais la Formule 1, à un moment donné, j'arrivais du Grand Prix d'Italie, j'atterrissais à Toronto, puis le pilote était québécois, pilote d'Air Canada, puis il avait dit, on est en 2004-2005, puis il avait dit, « Mesdames et messieurs, bienvenue dans la ville des champions de la Coupe Stanley de 1967. » Et tout le monde était parti à rire. Alors, et je l'avais trouvé tellement bonne. C'est excellent. Mais ça fait 20 ans de ça et ça continue encore aujourd'hui. C'est quand même... Je sais pas s'il fait la même joke encore. Chaque fois qu'il atterrit à Toronto. C'est à cause de lui que les gens, genre, ils brûlent leur chandail, là, ils sont à bout. Wow, c'est exceptionnel. Encore, ils sont encore là-dedans aujourd'hui et c'est fascinant, mais je trouve que d'un point de vue gestion d'être humain, c'est devenu un cas d'étude. À mon sens, ça devrait faire l'objet d'une thèse de doctorat. Il y a des scientifiques qui devraient se pencher là-dessus pour tenter d'expliquer ça. Et je me demande juste comment tu fais.
Même si on remplace la moitié de l'équipe, là, tu peux pas, c'est impossible dans la Ligue nationale de remplacer tous les joueurs d'une équipe, mais tu fais un paquet de transactions, tu échanges tes joueurs importants. Ceux qui vont arriver là puis qui vont porter le chandail vont s'approprier ça. Vont arriver en série à un moment donné puis ils vont se faire dire non, là, tu joues à Toronto maintenant. C'est fini. 7e match, de ne pas perdre ça parce que les autres, ils ont toujours perdu. Et ils vont s'approprier ça comme le nouveau noyau s'était approprié la défaite épouvantable de 2013 qui avait eu lieu 5 ans auparavant. Puis là, ils l'ont vécu. Puis là, ils ont été contaminés. Fait que on parle de psychologie, là, on parle pas de... Tu changes de joueur, puis on n'en parle plus, puis ça n'arrive plus. Tu portes le même chandail, puis tu te fais rappeler ces histoires-là du passé. Fait que je sais pas comment ils vont sortir de là. C'est pas drôle, je trouve ça très, très amusant. C'est un peu drôle. Ah ouais. C'est comme le Canadien avec les Sharks, là, dans une moindre mesure. Là, c'est ça, sans la dimension importante. Tragique, oui, c'est ça. On va dire tragique. Tragique. Non, j'exagère un peu. Mais tu dis, ils ont l'impression que tout leur est dû. Je sais pas si c'est tant ça. T'sais, depuis le lockout, donc depuis 21 ans, depuis 2004, ils ont remporté 2 séries. Donc, autant que les Oilers dans les 3 dernières semaines. Alors, je pense qu'en 20 ans, en 21 ans, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis, je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi. Là, c'est quand est-ce qu'on va avoir une percée? Quand est-ce que ça va arriver? On est supposé d'avoir une bonne équipe. Puis là, il y a ces attentes-là avec... Ils ont 4 immenses vedettes offensives dans cette équipe-là. Ben, c'est fini, ça. Oui, non, mais... Ça ne l'était pas pendant les plus ou moins 9 dernières années. Bon, Tavares est arrivé il y a 7 ans, etc. Mais, alors, c'est supposé d'être prometteur. Les autres équipes qui misent sur des joueurs de ce calibre-là finissent toujours par connaître un moment de grâce. Peut-être pas à gagner la Coupe Stanley, mais au moins de se rendre en demi-finale, en finale, eux, ça n'arrive pas. Je pense que s'ils avaient éliminé les Panthers... Je pense qu'ils auraient chassé une bonne partie de leurs démons. Oui. Je pense pas qu'il y a personne qui serait fait sortir en 4 en demi-finale contre la Caroline. Puis je suis pas sûr qu'il y a personne qui aurait jeté son chandail sur la glace. T'sais. Okay. Je me trompe peut-être. Tu as la séquence des 8 éliminations dans les matchs ultimes de suite, mais la séquence, les 16 matchs où ils ont eu l'occasion dans les 8 dernières années d'éliminer un adversaire, puis tu as 2 victoires. C'est fou, là. En 14 matchs, tu es dans une situation où tu peux... 2 en 16, 2-14. C'est ça, 2-14. Ouais. Et dans une ligue où la parité est juste très, très forte. Les lois de la moyenne. Les mauvaises équipes, c'est ça, les mauvaises équipes jouent pour 380, 400. Les pires équipes de la ligue, puis tu arrives en séries éliminatoires des équipes du même calibre, puis tu as 2 victoires et 14 défaites, peut-être quelque chose de profondément dysfonctionnel. Ouais. Ils sont battus avant que le match commence. Comme tu dis, ils sont brisés psychologiquement. Oui. Bon, comment on répare ça? Mais là, c'est ça, les 4 gros. Tout le monde. Les 4 gros, c'est fini. Les 4 gros, je pense que c'est fini. Ben, enfin, moi, je ne peux pas imaginer que Mitch Marner va signer là. Hein? Non. Est-ce que ça se peut pas? Non, je pense que Marner s'en va. Puis d'ailleurs, les 4 gros, avant de les envoyer ailleurs... Tu sais, ça aide pas que tes 4 gros... Corrige-moi, le Tavares n'avait pas d'expérience en séries éliminatoires avant de débarquer. Un petit peu. Avec les Islanders, un petit peu. Mais en même temps, pas... C'était qualifié au moins une fois. Mais ça reste... c'est ça. Pour ça, j'ai dit mais ça reste 4 joueurs qui n'avaient jamais eu de succès. 3 fois avec les Islanders, dont une présence au 2e tour. OK. Bon, mais c'est pas du gros succès, on s'entend. Pas du gros succès. Les 3 autres, 0. Ils ont construit ça ensemble, cette période de... Cet avion qui s'écrase. Et moi, je suis convaincu que... Ben, pas je suis convaincu, mais évidemment qu'on ne peut pas échanger tous les joueurs, puis ici et ça, mais dans les 4 gros, change-en 1 ou 2 pour des gars qui ont eu du succès, qui sont allés. Puis là, déjà là, la dynamique est un peu différente. Là, non? Ce qui est fascinant, avant d'aborder de front cet enjeu-là, d'accord. Ce qui est fascinant, c'est que dans les 4 derniers match numéro 4 à 7, là, OK, les 4 gros ont 2 points. OK? Un but d'Austin Matthews, une passe de Mitch Marner sur ce but-là. Max Pacioretty, qui au bout du rouleau, était meilleur que tout le monde dans cette équipe-là. Qui était plus motivé. Qu'on était sur le point de faire apparaître sur notre Dustin Penner au match. Ah oui. Mais là, il aurait fallu qu'il sorte un gros 7e match. Mais Sam Reinhart, Alexander Barkov, Matthew Tkachuk et Carter Verhaeghe, les 4 moyens, l'autre bord. Ouais. Un gros, 2 moyens. Quand même. Non, le groupe, le noyau. Dans ces 4 matchs-là, match 4 à 7, ils ont 2 buts. Ouais. Donc, les 4 gros des Leafs, 1. Les 4 moyens
moyen. J'ai pas mis Bennett. Ça servait moins bien mon propos. mais là, Bennett en a combien? Quand même, Reinhardt, c'est leur marqueur de 50 buts. Barkov, c'est leur premier centre, leur meilleur joueur. Matthew Tkachuk à la place de Verhaeghe. OK, je sais pas, il y en a combien. Verhaeghe en a un. Donc, ça change peut-être pas grand-chose. Tu déformes l'information. C'est très grave. Je faute professionnel. Je ne pense pas que je déforme l'information du tout. C'est le genre d'infraction qui peut... tu peux te voir dépouiller de certains de tes titres. Oui. Ces 4 gars-là ont 2 buts, donc seulement un de plus que les 4 gros. Alors, ils se sont fait... Alors, OK, bon, si on met Bennett à la place de Verhaeghe, c'est 3 buts au lieu de 2. OK? Mais... Bon, oui, on comprend ce que tu veux dire. Bennett fait quand même partie, entre guillemets, de la profondeur des Panthers. Là. C'est pas la tête d'affiche. Il est derrière Barkov, Reinhardt puis Tkachuk, assurément. Là. Puis je peux Verhaeghe, Bennett, bon, peu importe. Tout ça pour dire qu'ils se sont surtout fait battre par la profondeur, par l'apport offensif des défenseurs, d'Ekblad, de Seth Jones, beaucoup, qui est vraiment très bon dans ces séries-là. Dominant. Anton Lundell se met à marquer des buts que j'aime beaucoup par ailleurs et tout Luostarinen, ce trio-là. Donc, c'est vrai. Le pire, c'est que c'est le groupe de soutien. C'est même pas Tkachuk, honnêtement. Il faut se forcer pour le voir dans les matchs. Là, je comprends qu'il est blessé en ce moment. Mais c'est même pas la force dominante des Panthers qui en est venue à bout. Alors, c'est dire à quel point ils en sont loin, là, parce que s'il avait fallu que ces gars-là soient... Quand tu as Brad Marchand sur ton 3e trio, c'est parce que ça va quand même... Bien. Brad a sorti des gros points quand même, dont ce but en prolongation. Mais tout ça pour dire que le problème, c'est enraciné très profondément. Maintenant, c'était quoi ta question? Que faire? Qu'est-ce que tu fais? Les 4 gros, c'est fini. C'est pas une question. Tavares, je serais pas surpris qu'il revienne à moindre coût, dans un rôle probablement plus secondaire, là. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais ça m'étonnerait moins. Je pense que Mitch Marner, je pense que c'est terminé, effectivement. Oui. Mais pour le reste, Austin Matthews, il lui reste 3 années de contrat. William Nylander, lui en reste 7. Donc ces gars-là s'en vont nulle part, à mon humble avis. Non, puis ça donne quoi d'échanger Austin Matthews? C'est sûr que tu es perdant dans un échange où tu impliques Austin Matthews, on s'entend. Là. Et Nylander aussi, et tous ces gars-là. Là, ce qui est dramatique pour eux, c'est que Marner va juste leur dire au revoir. Là. Il n'y a aucune compensation. Il va se retrouver dans une équipe où il va être mieux entouré. Finir à Vegas. Il va faire un long parcours éliminatoire. Oui. Il va faire ce que tous les gars de Buffalo ont fait ailleurs. Là. Puis il va gagner la coupe avec Vegas dans 2 ans. Puis l'année prochaine. Il va être candidat au Conn Smythe. J'exagère, mais... Ils vont le perdre pour rien? Il pourrait échanger ses droits contre un choix de 3e tour. L'année dernière, on avait vu ça. C'est matière à... C'est Gensel l'an passé. Les Hurricanes ont échangé ses droits. À Tampa, ils ont obtenu un choix de 3e tour. On a entendu crier pour moins que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la prochaine affaire à... Perdre un actif comme ça pour rien, c'est épouvantable, mais c'est les circonstances. Là. C'est ça, quelle était la solution? Brad Treliving est arrivé l'année passée. Déjà, Marner était identifié comme un bouc émissaire. Là, tu as un nouveau directeur général qui arrive et dit « J'ai un marqueur de 100 points dans mon équipe. Ce ne sera pas mon premier geste d'échanger ce gars-là. » De perdre une transaction. Puis, fait que c'est ça, tu sais... Aller chercher une valeur équivalente dans une transaction comme celle-là, c'est presque impossible. Le gars, il reste 1 année de contrat, à moins de négocier une transaction à sortie d'une signature de contrat. Mais pourquoi Marner aurait fait ça? Tu dis, je vais choisir moi-même, puis je vais dicter le marché. Mais l'idée de... pour remercier les gens de l'avoir supporté, de partir en laissant un petit quelque chose. L'idée de Marner contre Rantanen, date limite des échanges, c'était pas si fou que ça, hein, finalement. Non. Peut-être que ça aurait changé la destinée de cette équipe-là. Et c'est Marner lui-même qui a dit non, moi, je lèverai pas ma clause de non-échange. Pour aller en Caroline. Pour aller en Caroline, oui. Je connais une des meilleures saisons de ma carrière. Ça va valoir quelque chose en bout de ligne. Non, exact. Puis c'était son droit. Oui, absolument. Alors, il s'en est... comment dire? Vegas, pas... Il s'en est prévalu. Est-ce que tu l'avais mentionné? Non, mais on dit Vegas parce que Vegas va toujours tenter le coup sur ce genre de joueur. Dans le cadre des 4 nations, tu avais eu une intuition, je pense qu'on l'avait dit. C'était avec Tampa, oui. C'est vrai que tu aurais été le premier à en parler, là, comme quoi ils essayaient de séduire Mitch Marner. Je trouvais qu'il déployait beaucoup de séduction
John Cooper, ouais. Mais cela dit, Mitch a été dans un contexte quand même sous pression. Marner a été très bon aux 4 Nations. Oui, c'est ça. C'est le contre-exemple. Il y a eu quelques creux de vague, mais le but en prolongation contre la Suède, c'est lui qui a fait le jeu qui a permis à Connor McDavid de marquer le but en prolongation. Un jeu très intelligent, d'ailleurs. Superbe passe dans la face d'Austin Matthews. Donc, c'est vraiment pas clair que c'est parce que c'est un loser profond, là, Mitch Marner, que ça marche pas à Toronto. Là. Et puis, c'est ça. Ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Ça va faire changement aussi. Ouais. Il y a beaucoup de gens, je sais très bien là, que... Si t'aimes pas, échange un gros nom avant le 1er juillet. C'est parce qu'ils font de la place. T'aimes pas, ce serait le genre à essayer de mettre la main sur ce joueur-là, mais toutes ces équipes-là, Vegas, tout ça... Nashville, pourquoi pas? Ils sont rendus là. Nashville, ben oui. Évidemment, il y a plein de gens qui aimeraient... C'est une blague, Nashville. Là. Ah, ben non, mais il va y avoir des changements à Nashville, j'ai l'impression. Je pense pas que de courir après un autre gros poisson du genre, ça va faire partie de la philosophie, là, mais on verra. Les agents libres de cette ampleur-là signent jamais à Montréal, mais il y a des gens qui en rêvent. Mais pourquoi Mitch Marner quitterait Toronto pour aller à Montréal? Parce que pour changer le mal de place, parce qu'il n'a jamais été critiqué en français. Ben oui, mais pas autant en français. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À mon avis. Non, puis moi, au-delà de ça, je pense qu'on va... C'est pas une bonne façon d'envisager les choses, mais on l'a déjà dit, des joueurs pas très costauds, il y en a assez dans cette équipe-là. Hein? Il y a de ça aussi. Je suis pas en désaccord. Je suis pas en désaccord avec toi. Ça fait partie, c'est ça. Mais c'est un joueur, c'est un attaquant d'élite de la Ligue nationale. C'est un des 7-8 meilleurs attaquants de la Ligue. C'est ça, puis à la limite, si tu as l'occasion d'avoir lui, tu en tasseras un autre. C'est ça, exactement. Okay. Mais... Je pense que ce que Marner souhaite d'abord et avant tout, là, je suis pas dans ses culottes, mais c'est d'avoir la paix. C'est peut-être pas une si bonne idée de débarquer à Montréal. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. C'est ma version préférée, moi. Celle-là était cœur. Je m'imagine toujours les cheveux dans le en décapotable de Mattignas au vent sur les routes sinueuses. On a demandé cette semaine, ou enfin aujourd'hui, hier, pour être plus précis, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, c'est quoi le problème des Maple Leafs? Hein? Quelques réponses triées sur le volet, sur le book. Éric, les joueurs, l'équipe, la ville, les partisans. Okay. Ça résume bien. C'est un bon résumé. Pierre, toujours sur le book. Trop de vedettes. Ça se croit plus gros que le club. Je suis pas sûr, moi. Ça a l'air de ça, mais... Je pense pas. Pourquoi la ville, Éric? J'aime ça, moi, Toronto. La ville. Ben, lui, ils mettent tout dans le même... Tout, tout ça dans le même trou. Ah, oui. Pierre, toujours sur le book. Du papier sablé à gros grains. C'est ça qui manque. On parlait du support. Ben, il y en avait plus en défense, en tout cas, certainement. Ça, c'est l'autre affaire. C'est que, il me semble, pour la première année, les 4 gros étaient mieux. Tu sais, l'équipe était mieux balancée que... Ce qu'on appelle le bas 6 n'était pas exceptionnel non plus. Là. Mais en défense... Mais il y avait une brigade défensive de qualité. En défense, ils ont eu de la très bonne garde de but. Tout à fait. On pouvait pointer ces affaires-là. On n'a pas parlé de Stolarz aussi, mais ça a certaines... Quoique Wall a été relativement bon. Il y a eu des moments plus pénibles, là, mais... En général, ça n'a pas été un problème. Non, mais leur gardien numéro 1 n'était pas là. Peut-être que ça n'a certainement pas aidé. Et Martin qui dit sur Facebook ils ont quand même gagné 3 matchs, non? En deuxième round. Deuxième round, oui. Il en manquait juste un. On l'a vu pire. Il n'y a personne qui dit ça à Toronto, mais ce sont des faits. Les gens disaient ça au début de cette ère-là. Mais là, ils disent plus ça parce que c'est ça, on pourrait dire battu en 7 matchs par les champions de la Coupe Stanley. Ton gardien numéro 1 n'était pas là, mais il n'y a plus personne qui veut entendre ces excuses-là parce que c'est ça, le scénario est identique saison après saison. Sur le tube, Willy, le problème, c'est que c'est les Leafs. Ça commence à ressembler de plus en plus à ça. Est-ce qu'ils devraient partir sous un autre nom? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? C'est une bonne idée. Sûrement. C'est ça. On ferme les livres. Les Leafs. Puis on repart ça. Guillaume, les fans toxiques et la passivité de Matthews. Et finalement, sur le Gram, monstre de Chela. Le problème, Toronto et ses hauts dirigeants. Marner va gagner une coupe dans les 2 prochaines années.
C'est peut-être une prophétie. Ça se peut. Puis en plus, ils avaient engagé, j'avais écrit un papier là-dessus, là, mais je me rappelle plus de son nom. Ils avaient engagé un l'homme gourou. qui parle, qui murmure aux oreilles des athlètes d'élite. Exact, de Tom Brady et tout ça. Là. Ouais. Lui, c'est pas bon pour parce qu'on dit qu'ils sont brisés psychologiquement, donc il y a certainement un travail à faire sur cet angle-là. Ouais. Mais lui, il s'était attaqué à ça, mais ça n'a pas, en tout cas, ça n'a pas encore marché. Non. Il est content que tu aies oublié son nom parce que dans son portfolio, c'est pas sûr qu'il va le mettre. Tu sais, on a tous une job dans notre CV, en fait, qui n'est pas dans notre CV. On a tous déjà fait de quoi qui ne s'est jamais retrouvé dans notre CV. Non, je pense que ça va être le cas pour Greg. Non, laisse-le donc. Papa Tweak. Laisse-le donc. Laisse-le donc tranquille. Veux-tu que je le retrouve? Non. Okay. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. Ben, il n'en reste qu'une équipe canadienne. Ça va vite. Ça va vite. On va commencer avec celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la plus importante. Est-ce que c'est la plus importante, celle qui va opposer les Oilers aux Stars de Dallas? Ça va certainement être la plus intéressante, la plus à regarder. Ça, c'est sûr. Moi, j'y vais là, tout de suite. Là, je veux carte triple sur la table. L'équipe qui gagne cette série-là va gagner la Coupe Stanley. Boum! Je m'en vais! Je pense pas que c'est un si... non, je sais pas. Non, mais ça vient du cœur. Je pense pas que c'est si ambitieux. Ça vient du cœur. Ça a bien de l'allure. D'accord. Donc, les Stars contre les Oilers, prise 2. Moi, j'ai aucune mémoire. Il a fallu que je me remémore que l'année dernière, les Oilers l'avaient emporté en 6. Là, bon, c'est ça. Moi, j'ai une petite... je pense que les Stars sont dus. C'est ça mon impression. Avant que les séries commencent, je pensais que les Stars étaient dus. Je regardais la profondeur de cet alignement-là, le nombre de marqueurs. Je pense 8 marqueurs de 20 buts et plus. 4 marqueurs de 30 buts et plus. Et en plus, c'est une équipe qui joue bien défensivement, qui a un bon gardien. Je me disais, les Stars vont être imbattables. Ouais. Mais tu regardes, depuis que les séries sont commencées, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Étonnamment, de Rantanen, qui a fait beaucoup de dommages, qui a changé le cours des 2 séries précédentes. Le trio des Finlandais, Granlund, Hintz, Rantanen fonctionne bien. Mais tu regardes après ça, c'est le désert. Ben, Duchesne et Séguin ont 3 buts depuis le début des séries. Ben 1, Duchesne 0, je pense. Duchesne n'a pas marqué. Ouais. Séguin a 2 buts. Jason Robertson avait commencé des séries comme blessé et depuis qu'il est revenu au jeu, n'a pas marqué encore. Ça fait 6 matchs qu'il est là. Fait que c'est une équipe qui marque au compte-gouttes. Une chance que Rantanen, une chance qu'ils ont acquis Rantanen. Sinon, ils ne passaient pas Colorado. Non, leur destin se serait terminé au premier tour. Et je regarde aller les Oilers depuis le début, qui marquent pas loin de 4 buts par match, qui ont battu 2 des 3 meilleures défenses de la Ligue nationale, comme si rien n'était. Les Kings avaient bien commencé, puis après ça s'est effondré comme un château de cartes. Et dans la deuxième série, ça a été la même chose. Je pense pas qu'il y ait une défense qui peut résister. Ils ont montré là, qu'ils vont percer n'importe quelle défense dans ces séries-là. Et si les Stars ne marquent pas plus de buts qu'ils en ont marqué jusqu'à présent, si ça reste les Finlandais, Rantanen, beaucoup Rantanen, un peu les Finlandais, puis pas les autres, ça va être très, très difficile. Je pense pas qu'ils vont être capables de survivre à ça. La victoire des Oilers contre les Golden Knights est, à mon avis, la plus impressionnante prestation que je les ai vues déployer depuis que ce groupe-là est assemblé. De sortir Vegas en 5... faut le faire quand même. Là. Avec une victoire d'1-0. 1-0, un 3-0, quatrième match aussi, où ils sont sortis. C'est peut-être la plus belle période de hockey que j'ai vue de l'année. Là. La première période du match numéro 4, Vegas-Oilers, c'était incroyable. Ça frappait, ça revolait de partout. Il y avait de l'intensité, des chances de marquer de part et d'autre, mais c'était pas nécessairement à cause de revirements, mais juste parce que ça allait tellement vite que forcément, les brigades défensives s'effritaient un peu, puis il y a des occasions qui apparaissaient. Et là, ils ont marqué des buts en première période, ont pris le contrôle de ce match-là et ont été capables de fermer le jeu relativement par la suite dans le match et pas plus accorder grand-chose à Vegas
pour les blanchir. 4e match, à nouveau, de rechef dans le 5e. Ça, je me rappelle, tu disais souvent, il va falloir que les Edmonton apprennent à gagner des matchs 1-0, 2-1, etc. On est rendu là. Contre des équipes de pointe, ils l'ont fait. De premier plan. Alors, au début des séries, j'avais pas un bon feeling par rapport aux Oilers, c'est vrai. honnêtement. Pour la première fois depuis peut-être 3 ans. Là, puis justement, je pensais que les Kings allaient probablement réussir à les étouffer. Ouais. Puis c'était parti pour ça. Ouais. Et depuis ce temps-là, 8 victoires, 1 défaite, sont extrêmement impressionnants. Alors, pour moi, en ce moment, ce sont les favoris pour remporter la Coupe. C'est comme si l'adversité face aux Kings avait allumé l'attaque, parce que c'est ça, c'est pas du tout la même profondeur que les Stars. Non. T'sais, sur papier, là, non. Mais bon, c'est ça. Mais la profondeur des Stars, elle n'a pas... mais ça contribue de partout en ce moment. Elle n'a pas contribué. Ouais, voilà. Adam Henrique connaît... Henrique, ça va bien. Connor Brown connaît de très bonnes séries. Corey Perry marque des buts. Ce sont quand même des bons joueurs aussi. Evander Kane transforme un peu cette équipe-là. Là. C'est un ajout important. Qui n'était pas là de l'année, là, on s'entend. Et puis Mathias Ekholm s'est entraîné hier pour la première fois avec le groupe, sans aucune restriction. Possible qu'il soit de retour dans la série. Ils ont tout fait ça sans leur meilleur défenseur défensif, faut-il le rappeler. Ils ont Brett. Ils n'ont pas besoin Brett qui joue plus de 20 minutes par match et honnêtement, qui est très solide, là, qui leur offre vraiment... Brett Kulak, oui, pardon. Non, mais c'est moi. Qui leur offre du solide temps de jeu. Donc, mais on s'entend, les Stars, c'est une machine, puis peut-être que le fait que personne contribue, ce n'est qu'inquiétant parce que c'est dû... Ben voilà. C'est dû pour arriver, la digue va finir par céder. C'est pas Toronto, là. Non, c'est ça. Non, ça devrait être toute une série, équipe. Puis c'est du plus ou moins 50-50. Évidemment que ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais... La façon dont Edmonton a battu Vegas me fait dire que c'est peut-être leur année. Là. Je les ai jamais vus aussi étanches et complexes. Et je disais, c'est comme si la série contre les Kings avait allumé l'attaque. Et c'est quoi? C'est dans le match numéro 4 contre Vegas où est-ce que Skinner joue son premier match dans la série, puis après une période, ils perdent 3-0, je sais pas. C'était le match numéro 3. Skinner est arrivé dans le match numéro 3 et les Oilers ont marqué... Perry a marqué 2 buts assez rapidement en première période. Il menait 2-0. Et là, Vegas a créé l'égalité, je pense, en 1 ou 2 minutes, en fin de première, 2-2. Ils ont pris les devants 3-2, puis c'est le seul match qu'ils ont fini par remporter en prolongation, là, d'ailleurs. Ensuite, Skinner a été... rien à se reprocher. C'est ce démon-là aussi. C'est ça. C'est que dans cette ronde-là, on dirait que ce démon-là a été maîtrisé aussi. C'est ces 2 premiers matchs remportés parce que Calvin Pickard. Calvin qui va être disponible aussi. A remporté les 6 premiers matchs des Kings. En fait, lui, il a disputé 6 matchs, il les a tous gagnés. Là. Il est arrivé dans la série contre Los Angeles après les 2 premières rencontres. Il a disputé les 4 matchs contre LA, victoire à chaque fois, et les 2 premiers contre Vegas. Donc, si l'attaque marche puis que la défense tient... C'est sûr que le point d'interrogation demeure devant le filet, là, même si Skinner vient de connaître 2 bonnes performances. C'est ce qui peut lâcher plus facilement que le reste, je pense. Oettinger est supérieur. Devant le filet, les Stars sont mieux nantis que les Oilers, mais tu as 2 des 5 meilleurs attaquants au monde. Tu as le meilleur attaquant au monde et son fidèle lieutenant qui sont possédés du démon du côté des Oilers. Ça va être difficile d'arrêter ça. Est-ce que je manque de respect quand je dis... parce que j'ai pratiquement déjà éliminé, là, peu importe le gagnant de la série de la finale de l'Est. Ils vont avoir leur chance, là, c'est sûr. Ça manquait un peu pas d'empathie, mais de considération de ma part. Ça va être moins le fun à regarder, là. Et les Hurricanes font dire qu'ils s'en sacent. Ben, avec raison. Ouais. C'est pas du hockey intéressant à regarder. Les Hurricanes, c'est de l'échec avant, de la possession de rondelles, neutraliser le centre, pas donner de chance. C'est juste de l'hermétisme. Et pourtant, tu regardes cette équipe-là, je pense qu'ils ont fini 9e en attaque. Les Hurricanes? Oui, les Hurricanes. Oui, ben, c'est une équipe qui tire énormément aussi. Ils sont capables de marquer des buts, mais c'est une équipe de possession de rondelles qui donne l'impression à un moment donné de jouer
toute seule le long des rampes en fond de territoire adverse. Puis je regardais, les Hurricanes et les Panthers se sont affrontés en 2023. Les Panthers avaient balayé les Hurricanes en 4 matchs. Les pointages de ces matchs-là, 3-2 le premier match en 4e période de prolongation, 2-1 le deuxième match en prolongation, 1-0 le troisième match, 4-3 le quatrième match. Tous par un but. Là. Tous par un but, puis des matchs en prolongation. Et j'ai l'impression que ça va ressembler encore à ça. Et je pense que la profondeur des Panthers étant supérieure en attaque, ils vont parvenir à aller chercher le but qui manque sur le fil de rasoir pour une troisième finale de suite. Pour remporter cette série-là puis pour participer à une troisième finale de suite. Moi, j'ai l'impression que c'est l'année des Canes pour percer jusqu'en finale de la Coupe. Les Panthers me semblent un petit peu plus entamés, un peu plus... peut-être un peu moins de souffle que dans les 2 derniers parcours. Ce ne serait que normal, mais ils ont tellement d'expérience que ça va être difficile. Mais j'ai l'impression que les Hurricanes, cette année, pourraient parvenir à y sortir. Eux aussi, par contre, ont cette barrière psychologique-là à franchir. On en avait parlé. C'est pas Toronto. C'est pas Toronto, mais alors 3 dernières présences en demi-finale, donc en finale de l'Est. Balayées chaque fois. Donc, aucune victoire, 12 défaites. On s'entend qu'ils n'ont rien à voir avec le groupe de 2009 qui s'était planté contre les Penguins de Pittsburgh. Des Penguins en tout point supérieurs à l'époque. Là, c'était un peu une surprise, la présence des Canes à ce moment-là en demi-finale et Pittsburgh avait gagné la Coupe. Mais après ça, donc, contre les Bruins en 2019 et il y a 2 ans, tu l'as dit, 4 matchs perdus par un but contre les Panthers. Il demeure que en 3 présences, aucune victoire, 12 défaites. C'est quand même une statistique lourde à porter. Il s'agit de remporter un match, puis bon, après ça, on n'en parle plus. Mais j'ai l'impression que la machine est huilée comme jamais pour les Hurricanes. En ce moment, tout fonctionne bien. Frédéric Anderson, le gardien, marche sur les os. S'il demeure en santé, c'est toujours un grand point d'interrogation, mais il pourrait faire une différence. Bobrovski, qui a bien fini la série, l'avait mal commencé, capable de connaître ses hauts et ses bas. Les Panthers sont évidemment extrêmement forts. Ils sont bons. Bien équilibrés. Ils connaissent le tabac maintenant et tout. Mais me semble un peu magané. J'ai l'impression que les Canes vont être capables de les étouffer. Moi, ça me donne l'impression... L'analogie que je faisais ce matin en regardant ça, c'était quand tu as un combat de championnat du monde qui oppose 2 techniciens. 2 gars qui sont pas des cogneurs, qui sont pas offensifs, puis qui étudient l'adversaire, puis qui cherchent les ouvertures. Puis tu as les 2 équipes de la Ligue nationale qui ont été les meilleures en possession de rondelles durant la saison régulière. Ce sont les 2 meilleures équipes en possession de rondelles en série. Alors, qui va posséder la rondelle? Ça prendrait 2 rondelles. C'est ça, idéalement. Qui va être en possession de la rondelle dans cette série-là? Et ça va être c'est comme 2 gauchers qui s'affrontent, 2 boxeurs gauchers qui s'affrontent. Ça donne pas des beaux combats. Ou un gaucher, un droitier. Peu importe, mais... c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir qui va être en possession de la rondelle, puis l'équipe qui va être sortie de son élément, comment elle va s'adapter à ça, puis comment elle va être capable de composer. Mais je donne le bénéfice du doute aux champions en titre, qui sont quand même très forts. Là, psychologiquement, c'est difficile d'avoir 3 longues saisons de suite. C'est ça. Moi, c'est la seule affaire que je trouve qui penche du côté des Hurricanes, c'est qu'à un moment donné, c'est 3 longs printemps là, pour les Panthers. Ça apparaissait au début de la série contre les Leafs, je trouvais. Donc... Bobrovski a été très mauvais dans les 2 premiers matchs. Ouais. C'est lui qui avait fait pencher la balance pour les Maple Leafs. Ah bon. Si les Oilers et les Hurricanes se retrouvent en finale, ça va être une reprise de la finale de 2006. Oui. Puis si c'est Oilers-Panthers, une reprise de la finale de l'année dernière. Bon, avant de terminer, parce qu'il y a cette fibre qui vibre, est-ce qu'il y aura un Québécois, un patron à New York? Là, je me faisais la réflexion, s'il y avait un Québécois qui devenait DG à Long Island, ça ferait 3 DG québécois? Ou est-ce que j'en oublie un? Hughes, Brière, Brisebois, c'est le 4e. 4? C'est bon, ça? Oui, c'est bon. Ça s'est pas vu souvent?
Je dis ça parce que, les rumeurs indiquent qu'il y aurait 2 principaux candidats pour le poste de DG des Islanders de New York. 2 gars qui ont exactement le même profil. Des petits gars de chez nous. C'est pas mal la seule affaire. Bergevin, non, ils ont été des joueurs... Ils ont été des joueurs, dans leur carrière de joueurs, des joueurs de soutien, appréciés de leur... Ouais. Ça fait 2-3 Même Bergevin a joué, je pense, plus de 1000 matchs. Beaucoup plus de matchs, donc, Mathieu est arrivé sur le tard, pas loin de l'âge de 30 ans dans la Ligue nationale de hockey. Là. Mais donc, Marc Bergevin et Mathieu Darche, qui seraient les deux... non, c'est parce qu'on disait, c'est ça que tu disais avant qu'on enregistre, tu peux pas avoir 2 profils plus différents, mais bon, c'est ça. C'est peut-être ça qui va déterminer... le choix, là, le profil, mais ça reste que ce sera pas inintéressant là, pour les amateurs d'ici. Voilà. Oui, ben non, mais c'est bien. Écoute, je le souhaite un peu à Mathieu Darche qui a passé beaucoup de processus d'embauche dans les dernières années. Puis tu veux pas être ce gars-là dont le nom revient tout le temps. Mais qui n'est jamais embauché. Puis qui n'est jamais embauché. À un moment donné, tu te bâtis un peu une réputation en ce sens-là. Donc, idéalement, tu obtiens ta chance. Puis là, il serait parmi donc, les 2 finalistes. Ce serait le bon moment pour Mathieu d'obtenir sa chance. Il a fait ses classes avec Julien Brisebois en finance avant ça. C'est un gars qui a été aussi impliqué pendant le lockout de 2012-2013, qui avait fait rater une moitié de saison environ. Donc, qui, tranquillement, justement, là, a pris ses galons. Et est probablement bien outillé pour faire ce boulot-là. Alors, ce serait intéressant pour lui, mais c'est ça. À un moment donné, il faut que tu réussisses à convaincre quelqu'un parce que si tu es dans tous les processus d'embauche et que ça ne fonctionne jamais... À un moment donné, ça devient suspect. Oui, exactement. Pourquoi personne d'autre l'a embauché? Pourquoi nous, on l'embaucherait? J'ai déjà eu une discussion avec Julien Brisebois à propos de Mathieu. Julien Brisebois n'était pas un homme de hockey quand il est arrivé dans l'organisation du Canadien. C'était un avocat. Un joueur de baseball. C'est un gars qui est un joueur de baseball de haut niveau, qui a fait son droit, qui s'occupait de causes d'arbitrage au sein d'un grand cabinet d'avocats à Montréal. Il est entré comme ça par la porte de côté, puis il a appris dans les coulisses de l'équipe de la Ligue américaine du Canadien, du Club École, puis il a gravi les échelons comme ça. C'est un gars extrêmement brillant, extrêmement travaillant. Et quand il me parlait de Mathieu, il disait que Mathieu Darche était beaucoup mieux outillé que lui quand il est arrivé dans l'équipe de direction du Lightning. Premièrement, en gestion. Il travaillait dans une très grande compagnie de transport, Mathieu Darche, après sa carrière chez Canadien, internationale, responsable de la logistique et tout ça. Donc, gérer des ressources humaines, de la planification et tout ça, il n'y avait pas de problème avec ça. Il a joué dans la Ligue nationale de hockey, il connaît le hockey. Il a joué au niveau universitaire. Il a géré une ligue de hockey scolaire au Québec et tout ça. Donc, il a baigné à plusieurs niveaux. Il y avait plusieurs contacts dans le monde du hockey. Et il a eu la chance de travailler dans l'équipe de direction d'une des directions les plus performantes, pas juste dans le monde du hockey, mais je pense tout sport nord-américain confondu. Le Lightning, il y avait un reportage qui avait été fait par le site athlétique, je pense, au cours de la dernière année, là, qui essayait de noter en fonction de leur qualité, les directions de toutes les équipes professionnelles des sports majeurs nord-américains. Puis le Lightning était très bien positionné. Fait que j'imagine que c'est un gars comme ça ne peut pas être un candidat attrayant pour une organisation comme les Islanders. Puis Marc, il y a des contacts, il y a de l'instinct, il y a de l'expérience. Il l'a vécu pendant 10 ans à Montréal. Je pense que... Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de seconde chance encore, honnêtement, Bergevin. Je pensais qu'il allait peut-être prendre la relève de Rob Blake. Puis bon, finalement, c'est pas le cas, mais ça serait aussi un bon candidat. On dit souvent que les dirigeants dans le hockey, que ce soit comme entraîneur ou directeur général, atteignent leur apogée à leur deuxième passage derrière le banc ou le bureau d'une organisation. Derrière le bureau. Bon, Marc a passé beaucoup, beaucoup de temps à Montréal. Il a sûrement appris. Il a dû apprendre 2-3 affaires. Il a dû apprendre une chose ou deux. Il demeurait proche de la Ligue en étant impliqué avec les Kings. Donc, c'est certainement un bon candidat aussi, là.
Puis, est-ce qu'on entrevoit... Parce que là, je parlais de la fibre québécoise. Il y a un ménage avec un entraîneur québécois aussi à envisager. Alors, tout ça est plein de promesses. Quelle cohabitation? Si cohabitation il y aura. C'est une patate chaude, ça. Oui. Non, mais je l'évoque. J'avoue que ça va rendre l'histoire intéressante absolument. Si ça va dans cette direction-là. Et la semaine passée, on a beaucoup spéculé sur des transactions que Kent Hughes pourrait faire. Il y avait quelques candidats intéressants chez les Highlanders. On va aller chercher Patrick Roy. Et corriger l'erreur de 1995. Enfin, ça risque d'être assez intéressant, puis j'imagine que ça va se régler. Peut-être que c'est réglé au moment où vous nous écoutez. Et que finalement, c'est... On vient de parler pour rien. Non, puis que c'est... Je sais, là, je suis en train de rater mon punch, là, mais quelqu'un d'autre. Insérer un nom d'un nom québécois dans cette phrase. Il n'y en a pas d'autres. Je cherche un DG qui a de l'expérience, qui est sans emploi. Il n'y en a pas. Il y a le Ken Holland. Il y en a toujours. Il n'y en a pas. Il y en a toujours un qui traîne à quelque part. Je ne pouvais pas être capable de finir cette phrase. Il n'y en a pas. Non, il y en a sûrement, là. J'entends des gens nous crier des noms. Ron Extall. C'est Ron Extall, il sera nommé. Ou le retour de Rick DiPietro. Devant le filet? Il n'a pas été DG. Non, c'est Garth Snow. Non, Garth Snow. Il devrait essayer Rick, je pense. Rick. Dis pas Eric. Rick. Il devrait essayer Rick. OK, je t'assure. Ouais, je pense que on va emballer ça. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci. C'est bien moi. C'est infiniment. Jean Gascon. OK. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup, Alex. Et Jacques-Alexis Bernardin, décidément. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne finale d'association à tous et à toutes. Puis on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.